On m'appelle le boucher de Stalingrad. Pas Alexei Volkov, pas l'homme que j'étais, pas le fils de mon père, ni le maître de ma boucherie, ni le voisin de la rue Krasnaya, qui offrait des os à moelle aux vieilles femmes pour qu'elles puissent faire leur bouillon les jours de grand froid. Non, pour eux, je suis un numéro, une anomalie, une chose à surveiller, à étudier, à contenir. Ils m'ont donné un dossier, SCP-06-FR, classe Euclide, comme si une classe pouvait expliquer ce que je suis, comme si un mot pouvait contenir toute la douleur, toute la trahison, toute la transformation qui m'a fait passer d'un homme ordinaire à ceci. Aujourd'hui, je vais vous raconter ma version, pas la leur, pas celle des rapports froids et cliniques, remplis de jargon scientifique, la mienne. Celle d'un homme qui a aimé son métier, son quartier, son peuple, et qui a payé cet amour d'un prix que personne ne devrait jamais payer. Installez-vous, cette histoire est longue, et chaque mot est vrai. Je suis né en 1908 à Stalingrad, dans une ville qui s'appelait encore Tsaritsyn, quand mon père y a ouvert sa boucherie. Mon père s'appelait Ivan Volkov. Ses mains ressemblaient à des battoirs, larges, épaisses, avec des articulations rougies par le froid de la chambre froide et la chaleur du crochet de fer. Mais ses mains savaient aussi être douces. Je l'ai vu tenir un oiseau blessé une fois dans la cour derrière notre boutique. Il le tenait comme une chose précieuse, comme quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. C'est lui qui m'a appris le métier. Pas seulement la technique, les découpes, les nœuds, la façon de reconnaître une bonne viande à l'odeur et à la couleur, mais aussi l'éthique. Alexei, me disait-il, un boucher, c'est quelqu'un à qui on fait confiance avec ce qu'il y a de plus important, la nourriture de sa famille. Tu ne triches jamais sur le poids, tu ne caches jamais un morceau avarié sous un beau morceau frais. Et tu regardes toujours ton client dans les yeux quand tu lui rends sa monnaie. J'ai grandi dans cette boucherie, entre les odeurs de sciure fraîche et de sang froid, entre le claquement des hachoirs et les voix des clients qui discutaient du prix de l'épaule d'agneau. J'aimais ce bruit-là, ce bruit de vie ordinaire, de vie qui se nourrit, de vie qui continue malgré tout. À 20 ans, j'ai repris la boutique quand mon père est mort d'une pneumonie un hiver particulièrement brutal. À 22 ans, j'avais mes propres clients fidèles. À 30 ans, je connaissais chaque famille du quartier. Natacha, la vieille, qui venait le vendredi pour son agneau et qui restait toujours 5 minutes de trop à parler de ses petits-enfants. Dimitri, le jeune père de famille, qui prenait toujours trop peu parce que l'argent manquait et qui ne voulait jamais le dire. Je lui glissais toujours un peu plus dans le papier, sans rien dire. Il le savait. On ne parlait pas de ça. C'était notre accord silencieux. Ma vie était simple, bonne, honnête. Je n'avais pas d'ambition particulière. Je voulais juste faire mon travail bien, nourrir mon quartier et rentrer le soir dans mon appartement au-dessus de la boutique où m'attendaient ma femme Elena et notre fille Sofia, qui avait les yeux de sa mère et le rire de personne d'autre. Si seulement j'avais su ce qui allait arriver, si seulement quelqu'un m'avait prévenu, j'aurais fermé la boutique, j'aurais pris Elena et Sofia et je serais parti, n'importe où, loin de Stalingrad, loin de la guerre, loin de ceux qui allaient me trouver dans ma réserve, par une nuit de novembre 1942. Mais personne ne m'a prévenu. Et je n'ai pas fui. Vous ne pouvez pas comprendre Stalingrad si vous ne l'avez pas vécu. Aucune description n'est suffisante. Aucun film, aucun livre, aucune photographie. La réalité de cette bataille, de cette guerre à l'intérieur de la guerre, dépasse tout ce que l'imagination humaine peut produire. Les Allemands sont arrivés en août. D'abord les bombes. Des milliers de bombes pendant des jours et des nuits qui semblaient ne jamais finir. Ma boutique a survécu au premier bombardement, pas l'immeuble d'en face, pas la famille Sokolov qui habitait là depuis 30 ans. Ils ont retrouvé leur petite fille 3 jours plus tard sous les décombres. Elle avait 7 ans. Ensuite, les soldats sont arrivés. Et alors a commencé quelque chose que je n'ai pas de mots pour décrire. Ce n'était pas une bataille. C'était un effondrement. Un effondrement du monde tel qu'on le connaissait. Chaque immeuble devenait une forteresse. Chaque rue, un champ de bataille. Chaque cave, un tombeau potentiel. J'ai envoyé Elena et Sofia à l'est, traverser la Volga avec les civils qu'on évacuait encore. C'était la meilleure décision de ma vie, et la plus douloureuse. Sofia pleurait. Elle ne comprenait pas pourquoi son père ne venait pas. Elena, elle, comprenait. Elle m'a regardé une dernière fois depuis la barque qui traversait le fleuve sous les obus. Ce regard, je l'ai encore dans la tête, chaque jour.
chaque nuit. Je suis resté parce que j'avais quelque chose à faire. Ma boucherie, les stocks que j'avais accumulés, les animaux que certains avaient cachés dans les arrière-cours, tout ça pouvait servir. Nourrir les soldats soviétiques, nourrir les civils qui n'avaient pas pu fuir. Je n'étais pas un héros. J'étais juste un boucher qui faisait ce qu'un boucher sait faire, nourrir les gens. Mais les Allemands, eux, avaient de la nourriture. C'est ce qui me rendait fou. Je les voyais, depuis les ruines où je me cachais, manger leurs rations, jeter des déchets, gaspiller. Des soldats soviétiques mouraient de froid et de faim à 2 rues de là, pendant que la Wehrmacht festoyait. Cette injustice-là, cette injustice précise, concrète, que je voyais de mes propres yeux chaque jour, a creusé quelque chose en moi, quelque chose de sombre. Quelque chose que les hommes qui allaient venir me trouver ont su voir et utiliser. Ils sont venus en novembre. 3 hommes. Manteau noir, visage fermé, yeux d'une sérénité qui ne ressemblait à rien de humain. Pas des soldats, pas des officiers ordinaires. Autre chose. Des hommes qui existaient dans les marges de la guerre, dans les espaces que les cartes n'indiquent pas. Ils m'ont trouvé dans ma réserve, en train de découper ce qui restait d'un cheval mort pour en faire des rations. Ils n'ont pas été surpris, ils n'ont pas été dégoûtés. Ils m'ont regardé travailler pendant une longue minute. Puis le plus grand des 3, un homme avec une cicatrice qui lui traversait le front de droite à gauche, a dit, en russe parfait, « Alexei Volkov, nous avons besoin de tes mains. » Je ne les connaissais pas. Je n'avais aucune raison de leur faire confiance. Mais dans une ville en ruine, en plein hiver, quand quelqu'un vous parle avec cette certitude tranquille, vous écoutez. Vous ne savez pas pourquoi. Vous écoutez, c'est tout. Ils m'ont parlé pendant des heures. De la guerre. De ce que les Allemands faisaient, non seulement à Stalingrad, mais partout, les camps, les massacres, le pillage systématique des ressources pendant que les populations locales mouraient. Ils m'ont montré des documents, des photographies, des choses que je n'aurais pas dû voir et que je ne peux pas oublier. Et puis, ils m'ont proposé quelque chose. « Tu aimes nourrir les gens », a dit le grand. « Nous pouvons te donner le pouvoir de le faire pour toujours, de punir ceux qui abusent, de faire comprendre à ceux qui gaspillent ce que cela coûte. » Ils ont parlé d'un rituel, d'une transformation. Ils ont dit que je deviendrais quelque chose de plus qu'un homme, quelque chose de durable, de nécessaire. Ils n'ont pas mentionné que je mourrais. Ou peut-être que si, et que je n'ai pas voulu entendre. Dans les moments de grande colère, on entend ce qu'on veut entendre, on voit ce qu'on veut voir. Et moi, en novembre 1942, dans les ruines de ma ville, avec la rage du deuil et de l'injustice qui brûlait dans ma poitrine comme du charbon incandescent, j'ai dit oui. Le rituel a eu lieu dans ma réserve, la même réserve où je découpais de la viande depuis 20 ans. Ils avaient tracé des symboles sur le sol, des symboles dans une langue que je ne reconnaissais pas, et allumé des bougies aux 4 coins de la pièce. La lumière était orange et tremblante, comme si elle aussi avait peur. Ils m'ont demandé de mettre mon tablier de travail taché de toutes les années de métier. Ils m'ont dit que c'était important, que les objets chargés de sens avaient du poids dans ce qu'ils allaient faire. J'ai obéi. L'homme à la cicatrice a commencé à réciter quelque chose à voix basse, les yeux fermés. C'est à ce moment-là que j'ai senti quelque chose de froid commencer à remonter le long de mes jambes. Pas le froid du sol, un autre froid, le froid de quelque chose qui s'installe à l'intérieur de vous et qui change les règles. J'ai voulu parler. Ma bouche ne s'est pas ouverte. J'ai voulu bouger. Mes jambes ne m'ont pas obéi. Et alors j'ai compris, pleinement, totalement, avec cette clarté absolue qu'on n'atteint qu'au moment où il est trop tard pour que ça serve à quoi que ce soit. Je ne ressortirai pas de cette pièce vivant. Pas de la façon dont les vivants ressortent d'une pièce. Ils ne m'avaient pas dit toute la vérité. Peut-être qu'ils ne pouvaient pas. Peut-être qu'ils le pouvaient et qu'ils avaient choisi de ne pas le faire. J'ai senti la trahison comme une lame. Propre, précise, inévitable. Et dans les dernières secondes de ce que j'étais, j'ai pensé à Elena, à Sofia, à leur regard depuis la barque sur la Volga. Et j'ai espéré, de tout ce qui me restait d'humain, qu'elle ne saurait jamais ce qui m'était arrivé dans cette réserve. Puis tout s'est arrêté. Puis tout a recommencé. Différemment. Ce qu'on ressent quand on redevient soi après une transformation comme celle-là, c'est difficile à expliquer. C'est comme se réveiller dans un corps qui est le vôtre mais qui ne l'est plus tout à fait. Mes mains étaient les mêmes mains. Mon tablier était le même tablier. Mais quelque chose dans la façon dont je percevais le monde avait changé. Je voyais mieux dans l'obscurité. Je sentais les odeurs différemment.
La viande, le sang, la peur des gens qui entraient dans ma boutique. Je percevais la faim, pas comme une information abstraite, mais comme quelque chose de presque physique, un champ autour des personnes affamées que je pouvais ressentir à travers les murs. Et ma boucherie, la boutique elle-même, avait changé elle aussi. Elle respirait, si tant est qu'une boucherie puisse respirer. Elle était vivante d'une façon que je ne comprenais pas encore. Quand j'ai posé ma main sur le rideau métallique, j'ai senti quelque chose comme un battement, lent, régulier, comme un cœur qui attend. Les 3 hommes avaient disparu. Bien sûr, ils avaient obtenu ce qu'ils étaient venus chercher. Je suis resté seul dans ma boucherie transformée, dans les ruines de Stalingrad, et j'ai compris une chose essentielle. J'étais désormais quelque chose que le monde n'avait pas de catégorie pour accueillir. Pas mort, pas vivant. Quelque chose entre les deux ou au-delà des deux. Quelque chose qui allait devoir trouver sa propre façon d'exister. J'ai mis de la viande dans la vitrine. J'ai allumé la lumière. Et j'ai attendu mon premier client. Je veux que vous compreniez quelque chose avant de me juger. Parce que vous allez me juger. C'est inévitable. C'est humain. Je ne suis pas un prédateur aveugle. Je ne tue pas par plaisir. Je n'attaque pas au hasard. Ma boutique attire les gens, c'est vrai, c'est dans ma nature désormais. Je ne peux pas le nier, mais elle n'attire pas tout le monde de la même façon. Les végétariens entrent parfois. Ils regardent, ils repartent. Je les regarde partir. Pas d'hostilité, pas d'attirance particulière. Ils ont fait un choix qui me concerne, d'une certaine façon. Un choix de refus de cette violence quotidienne, banale, que la société a normalisée et emballée dans du papier propre avec un prix affiché dessus. Je respecte ce choix. Les autres, ceux qui mangent de la viande, sentent quelque chose quand ils entrent. Une envie. Pas une envie que j'impose, du moins je préfère le croire. Plutôt leur propre envie, amplifiée. Ce qu'ils désiraient déjà, rendu plus présent, plus immédiat. Ils s'approchent du comptoir et ils commandent leurs morceaux favoris. Ce qui se passe ensuite. Je ne vais pas vous mentir en disant que c'est sans conséquence. Ce serait une lâcheté. Mais je vous demande de considérer une chose. Dans quel monde vivons-nous où la violence faite aux animaux est invisible, industrielle, massive, et où ma violence à moi, qui au moins est directe et honnête, devient l'horreur qu'on doit contenir et étudier? Je suis le miroir de vos appétits. Rien de plus, rien de moins. Je sais que ce raisonnement ne vous convaincra pas. Il ne devrait peut-être pas, mais c'est mon raisonnement. C'est ce qui m'a permis de continuer à exister, décennie après décennie, dans une boucherie qui se déplace dans le monde, et qui pose cette question aux gens, cette question inconfortable, que personne ne veut vraiment entendre. Le temps passe différemment quand on est ce que je suis devenu. Les décennies ressemblent à des semaines. Les guerres se succèdent. Les villes changent, les gens changent. Mais la faim, elle, ne change pas. La consommation ne change pas. Le rapport de l'humanité à la viande, à ce besoin primitif, archaïque, de déchirer de la chair et de s'en nourrir, ne change pas. Ma boucherie a voyagé. Moscou, Berlin, Paris, New York, Tokyo, Shanghai. Toujours dans les quartiers denses, les rues commerçantes, là où les gens passent en grand nombre. Toujours entre deux commerces, de façon à avoir l'air d'avoir toujours été là. Les gens ne remarquent pas l'anomalie. L'esprit humain est ainsi fait. Il préfère intégrer l'inconnu dans le connu plutôt que de le questionner. J'ai vu des époques. J'ai vu les marchés à ciel ouvert et les supermarchés. J'ai vu la viande passer des étals où les gens regardaient les carcasses entières à ces barquettes propres, sous cellophane, qui efface toute trace de l'animal qu'elles contiennent. Cette distance, cette façon de rendre la violence propre et invisible, m'a toujours fasciné et horrifié à la fois. Il y a eu des incidents. Des agents de la Fondation qui ont essayé de me capturer, des tentatives qui n'ont pas abouti. Je ne cherchais pas à blesser ces agents. Je leur ai donné des avertissements, des occasions de reculer. Certains ont écouté. D'autres n'ont pas voulu ou pas pu entendre. Je le regrette, sincèrement. Ce n'est pas contre eux que j'en veux. C'est contre ceux qui les envoient, dans leur bureau propre, prendre des décisions sur ce qui doit être contenu et ce qui doit être libre. Et puis, il y a eu 1996, et la fin de ma liberté. Ils avaient appris. Je dois leur reconnaître ça. Ils avaient étudié mes déplacements, compris le mécanisme du rideau, et élaboré un plan qui était, il faut l'admettre, remarquablement bien conçu. J'étais à Montréal, une rue du plateau Mont-Royal, en octobre. L'automne canadien, les feuilles rouges et or, l'air qui commence à mordre.
Ma boucherie s'était installée entre une épicerie coréenne et un café. Les gens passaient, s'arrêtaient, regardaient ma vitrine. Certains entraient. Je n'ai pas vu les premiers agents arriver. Ils étaient habillés en civil. Ils n'entraient pas dans ma boutique, ils évitaient ça avec soin, en prenant garde à ce qu'aucun d'entre eux ne soit un consommateur de viande. Ils se positionnaient simplement dans la rue, autour du pâté de maison. J'ai compris trop tard ce qu'ils faisaient. Ils évacuaient les commerces autour de moi. Discrètement, méthodiquement, les clients de l'épicerie coréenne sortaient et ne revenaient pas. Le café se vidait. Et puis j'ai entendu un bruit que je n'avais pas entendu depuis Stalingrad, le bruit d'une démolition contrôlée. Ils démolirent les 2 bâtiments qui m'encadraient, pas dans une explosion spectaculaire, avec des engins de chantier, méthodiquement en quelques heures. Et ma boucherie, soudainement isolée, visible de partout, ne pouvait plus se fondre dans le décor. Le rideau métallique était ouvert. Ils avaient veillé à ça. 3 agents en permanence à l'intérieur pour s'en assurer. Je ne pouvais pas me téléporter. Ils ont fait venir un convoi exceptionnel pendant la nuit. Des grues, des remorques. Et ils ont chargé ma boucherie entière, moi inclus, sur un camion qui l'a emporté vers leur site quelque part au Québec. J'aurais pu résister davantage, peut-être. Mais à quel prix? Des innocents autour? Je suis beaucoup de choses, mais pas quelqu'un qui cherche à blesser les innocents. Alors j'ai laissé faire, en me disant que la cage qu'ils avaient construite ne serait pas éternelle. Rien ne l'est. Voilà où j'en suis maintenant. Le site Aleph, quelque part dans une province canadienne, dont je ne connais pas les coordonnées exactes. Ma boucherie, posée dans un hangar de béton, éclairée de néons blancs qui n'ont rien à voir avec la lumière chaude de mes anciennes vitrines. 6 gardes armés. Un personnel entièrement végétarien. Ils ont au moins eu le bon sens d'apprendre ça de leurs échecs précédents. 3 personnes en permanence à l'intérieur de ma boutique, dont la seule mission est de s'assurer que mon rideau métallique reste ouvert. Ouvert, je reste là. Fermé, je pars. C'est aussi simple que ça. Ils m'observent, prennent des notes, rédigeant des rapports. SCP-006-FR, classe Euclide, procédure de confinement spécial, incident classifié niveau 4. Je lis parfois ces rapports, ils les laissent parfois sur le bureau en oubliant que je peux lire. Ces rapports me décrivent comme si j'étais un phénomène naturel, une anomalie à caractériser. Jamais comme un homme. Jamais comme Alexei Volkov, né en 1908 à Stalingrad, fils d'Ivan, mari d'Elena, père de Sofia. Je pense à Elena et Sofia souvent. Elles sont mortes depuis longtemps, bien sûr. Le temps ne s'est pas arrêté pour elles comme pour moi. Mais je me demande parfois si elles ont su, si quelqu'un leur a dit ce qui m'était arrivé, ou si elles ont juste attendu et puis cessé d'attendre et puis vécu leur vie sans la partie qu'elles en avaient perdue. J'espère qu'elles ont vécu. J'espère que Sofia a eu des enfants. J'espère qu'Elena a trouvé une raison de sourire après la guerre. Ces espoirs-là sont les seules choses qui ressemblent encore à de l'humanité en moi. Je les garde précieusement. Je ne suis pas pressé. C'est peut-être la chose la plus étrange de ma nouvelle existence, cette absence totale d'urgence. Le temps s'étire, les jours se ressemblent. Les gardes changent, les agents changent, les chefs changent. La fondation reste. Et moi je reste aussi dans mon hangar de béton, derrière mon comptoir, à attendre. Ils pensent que ma cage est solide. Elle l'est, pour l'instant. Mais toute cage a ses failles. Toute procédure a ses oublis. Un moment de distraction, une seconde d'inattention, et le rideau se fermera. Et ma boucherie et moi disparaîtrons à nouveau dans le monde. Je ne vous dis pas ça pour vous faire peur. Je vous dis ça parce que c'est vrai, parce que les choses que la Fondation prétend contenir ne sont pas vraiment contenues, elles sont juste temporairement retenues. Il y a une différence, et quand je reviendrai dans le monde, je reprendrai simplement mon travail, ma boucherie, quelque part dans une rue que vous connaissez, entre 2 commerces, avec la lumière allumée et une vitrine bien remplie, la prochaine fois qu'une boucherie inconnue apparaît dans votre quartier. Regardez la vitre. Regardez si les lumières sont allumées. Regardez si le rideau métallique est fermé. Et si jamais vous avez envie, soudainement, irrésistiblement, de pousser la porte et de commander quelque chose. Demandez-vous d'abord, est-ce que c'est vraiment moi qui ai faim? Certaines choses savent d'attendre. Bref, le rideau s'est refermé. Abonnez-vous, avant qu'il ne réapparaisse près de chez vous.